vous parler de l'Observatoire du col de Porte. Et puis comme je suis aussi météorologue, je vais vous parler aussi un peu de climat et d'évolution du climat, vu par la météorologie, par Météo France. Donc, pour commencer, donc mon propos, là, on a déjà parlé, il se situe en effet là-haut, sur le bleu. Et puis j'ai fait un grand ovoïde pour dire qu'il se situe aussi partout par rapport à l'atmosphère. Donc, l'Observatoire du col de Porte, alors ce que je vous propose, c'est de vous parler un peu de changement, dérèglement, réchauffement, ce qu'on veut, climatique. Essayer de comprendre pourquoi ce dérèglement, donc parler un peu de machine atmosphérique. Ensuite, je vous parlerai de l'observatoire avec des choses un peu pénibles comme sa localisation, ça va. Sa labellisation, on va passer vite dessus. C'est une partie un peu verbeuse. Et comme ça concerne la neige, que vous n'êtes pas forcément de grands connaisseurs de la neige autrement que par le ski et le fait que ce soit blanc, je vous parlerai un peu de la neige, de ses forces énergétiques, afin de présenter le dispositif instrumental pérenne. Je dis bien pérenne parce que l'observatoire est ouvert aujourd'hui depuis 63 années. Et parler un petit peu de signal climatique, c'est pour ça que j'en parle d'abord à plus grande échelle avant, du signal climatique sur le col de Porte. Et puis, à côté de ça, je parlerai un petit peu de campagne expérimentale qu'on fait couramment, et puis des quelques communications récentes, tout public, en lien à l'observatoire. Alors, ce qui est important pour pouvoir parler de climat, et essayer ensuite de faire des modélisations du climat de demain, c'est d'abord de disposer, pour le climat passé, de données qui respectent plusieurs choses, la complétude, la qualité et la profondeur. On s'intéresse aussi, en termes de climat, à la mémoire des événements extrêmes. Et derrière tout ça, quand je parle de complétude, qualité, profondeur, bien sûr qu'il ne faut pas avoir des données à trous. Donc on est obligé de compléter les données avec certaines méthodes et de les homogénéiser. Aujourd'hui, mesurer une température, autant il y en avait très peu il y a encore 50 ans, on va dire, comparativement. Aujourd'hui, les températures, c'est multiplié par 100 000. Pas forcément sur nos portables, mais dans toutes nos voitures, etc. La température, on la mesure partout. Si on essaie de comparer toutes ces températures, mesurer d'une manière ou d'une autre manière, ça n'est pas comparable. Donc, c'est important de travailler sur des séries homogènes et des séries mesurées de la même façon. Donc, je vous parle rapidement de l'activité de recherche à Météo France, donc par rapport au climat, donc contribution aux travaux du GIEC, régionalisation climatique, on a commencé à parler ces derniers temps de modèles, donc les modèles climatiques, donc régionaux, et les modèles globaux. Et au niveau de Météo France, on travaille avec Alain Climat et Arôme Climat. Donc, changement climatique. Alors ça, c'est en effet une présentation que j'avais fait pour Sciences Po, un master Sciences Po, développement durable. Donc, pas forcément des physiciens. Donc, j'ai commencé comme ça, en leur parlant du changement climatique et de son observation. Alors, d'abord au niveau mondial. Donc, évolution des températures, réchauffement de 1,2 degré depuis le début de l'ère industrielle. Comment interpréter cette valeur? Différence de 6 degrés par rapport à la dernière ère glaciaire. Mais ce 1,2, voilà. Une ère glaciaire, c'est plus froid. Ce 1,2, il vient de quoi? On verra ensuite. Donc un réchauffement qui n'est pas égal sur l'ensemble de la planète, avec un réchauffement qui est plus marqué sur les pôles, plus élevé sur les continents que sur les océans, et plus élevé en altitude. Donc ça reste quelque chose qu'on commence à appréhender et à mieux comprendre, mais ce n'est pas encore complètement évident. Au niveau des précipes, le diagnostic est beaucoup moins simple, avec des contrastes spatiaux très importants et une variation interannuelle très très forte. Après, en termes de cumul de lames d'eau à l'échelle globale, on ne voit pas grand-chose. Les effets visibles du changement climatique, c'est la fonte des glaces, c'est l'élévation du niveau marin et c'est des vagues de chaleur de plus en plus répétées. On a aussi des précipitations intenses et des inondations qui sont plus fréquentes, des épisodes de sécheresse. Et pour ce qui est des cyclones, en nombre,
on ne compte pas nécessairement plus de cyclones qu'il y a 10 ans, 20 ans ou plus. Par contre, ils sont plus intenses. Alors sur le plus intense, ils le sont. Mais aujourd'hui, on a aussi des capteurs de mesure de vent qui permettent de mesurer de telles intensités. Avant, avec un anémomètre à mouliner, mesurer du 300 km/h, le truc, il était paumé. Aujourd'hui, avec des ultrasons, on y arrive. Donc ça, c'est aussi à prendre avec réserve. Mais ils sont réellement plus intenses en termes de conséquences. Lames d'eau, etc. Donc le changement climatique, je passe au niveau national. On a en métropole un réchauffement de 1,8 degré depuis 1900. Sur les surfaces continentales, évidemment, de la métropole. L'évolution des précipitations, ben là, pareil, le signal est moins clair que pour les températures, avec malgré tout une variabilité interannuelle, mais globalement, sur les cumuls de précipitations annuelles, pas de gros changements. Par contre, des précipitations extrêmes plus intenses et plus fréquentes sur le pourtour méditerranéen. Au niveau des vagues de chaleur, augmentation des vagues de chaleur, diminution des vagues de froid, augmentation de la sécheresse, nécessairement, et diminution du nombre de jours d'enneigement, mais ça, je vous en parlerai un peu plus ensuite. Donc le changement climatique, il est bien là, on l'observe, mais comment l'explique-t-on? Alors là, je vais être assez basique, on l'explique en repartant des couches de l'atmosphère. Alors l'atmosphère, c'est une série de couches. Celle qui nous intéresse, c'est la plus proche de la surface du globe, c'est la troposphère, qui s'élève, vous avez, entre, on va dire, 8 à 10 km au pôle, et qui, par contre, à l'équateur, peut monter autour d'une quinzaine à une vingtaine de kilomètres. Donc c'est là où tout se passe en termes de bilan d'énergie. C'est dans la troposphère. Alors, la troposphère, elle est composée de gaz. Alors, le premier gaz à effet de serre qu'on va trouver, c'est la vapeur d'eau. Et c'est un gaz donc complètement naturel, et c'est bien pour ça qu'on peut vivre sur Terre. C'est grâce à la vapeur d'eau présente dans l'atmosphère. Il n'y aurait pas de vapeur d'eau, la température du globe, qui il y a 50 ans était autour de 15 degrés, serait de moins 15, moins 20 degrés. Grâce à la vapeur d'eau qui émet de l'infrarouge vers la surface et vers la haute atmosphère, on peut vivre sur Terre. C'est bien grâce à la... Et sinon, évidemment, il y a de l'azote en majeure partie, de l'oxygène, donc en second gaz, de l'argon, divers gaz, et ces gaz à effet de serre qui finalement ne représentent que 1% des gaz de l'atmosphère, mais qui sont essentiels en termes de changement des règlements climatiques. Donc, ces gaz à effet de serre, ils vont jouer de quelle façon? Ils ont un effet qui est similaire à ce qui se passe sous une serre. Sous une serre, vous avez du rayonnement solaire qui va traverser la serre, qui va chauffer les surfaces, et la surface chaude va émettre un rayonnement thermique, ou grande longueur d'onde, ou infrarouge. C'est la même chose. Donc, ce rayonnement infrarouge, lui, par contre, il va être bloqué par les vitres de la serre. Donc la serre va plus s'échauffer que l'environnement qui est autour de la serre. Autour de la serre, le rayonnement infrarouge va remonter vers l'atmosphère. Donc on piège, en fait, dans une serre, le rayonnement infrarouge. Ça laisse passer le solaire et ça piège l'infrarouge. L'effet de serre, donc, on le retrouve au niveau de notre globe terrestre. La surface de la Terre est chauffée par l'irradiation solaire. Donc, en échange, la Terre réfléchit une partie en fonction de son albédo, de l'albédo des surfaces, une partie du rayonnement solaire, mais elle en capte une autre partie et émet de la chaleur de type infrarouge, un rayonnement infrarouge, vers l'atmosphère. Ce rayonnement infrarouge, plus il y a de gaz à effet de serre à l'intérieur, dans l'atmosphère, plus il va être piégé et rediffusé à nouveau dans toutes les directions, mais aussi vers la surface du globe. Donc l'effet de serre, c'est ça. Et plus on met de gaz à effet de serre, plus on aura d'émissions de rayonnement infrarouge vers la surface, plus les surfaces vont s'échauffer. Donc composition gazeuse, là je passe vite, les gaz, vous savez ce que c'est. Et qu'est-ce qu'on a comme principaux gaz à effet de serre? D'abord, le gaz carbonique, en proportion la plus importante. Ensuite, on a du méthane, du protoxyde d'azote, et puis différents autres gaz, peu importe.
Donc, là, vous les avez donc à droite de l'écran, je ne vais pas revenir dessus. Ensuite, on va plutôt revenir là-dessus. Donc, comment peut-on simuler, modéliser, on va dire, le climat de demain, après-demain, etc. Et ce, jusqu'en 2100. Ben, déjà, il faut se poser la question de savoir combien de gaz à effet de serre on va avoir au cours du temps. D'où les scénarios du GIEC. Sachant que tous les gaz à effet de serre n'ont pas non plus le même potentiel de réchauffement. Si vous comparez le méthane, si vous comparez le CO2, ils n'ont pas le même potentiel. Et ils n'ont pas non plus la même durée, on va dire, de vie dans l'atmosphère. Il y a des gaz qui vont rester plus longtemps en suspension dans l'atmosphère, d'autres moins longtemps. Donc dans les scénarios du GIEC, on est obligé de tenir compte de tout ça. La durée de vie dans l'atmosphère et, on va dire, le potentiel de réchauffement du gaz considéré. Donc, ce potentiel de réchauffement plus ou moins prévu, enfin les quantités de gaz plus ou moins prévues, on pourra faire tourner des modèles. Donc la modélisation du système Terre, évidemment, c'est un système complexe, hein, et on utilise évidemment des modèles climatiques pour réaliser ces simulations. Et en gros, au niveau mondial, il y a aujourd'hui 50 modèles de climat globaux qui peuvent tourner aujourd'hui. Donc les scénarios du GIEC, c'est aujourd'hui ce qu'on retient, c'est émissions faibles, émissions modérées et émissions fortes. Alors qu'est-ce que c'est que le scénario, par exemple, 4.5 ? Ça ne veut pas dire 4,5 degrés d'augmentation de la température du globe en 2100. Ce n'est pas ça la signification du scénario 4.5. C'est une concentration de plus de gaz à effet de serre et c'est un apport énergétique supplémentaire de 4,5 watts par mètre carré au sommet de l'atmosphère, au sommet de la troposphère. C'est ça que ça veut dire. Ce n'est pas du tout une température en plus. Et fonction de ces scénarios, évidemment, avec les incertitudes, il y a une gamme de températures associée sur le réchauffement. Mais ça n'est pas 8,6 degrés, 8,5 degrés en cas de scénario de forte émission qu'on aura. On est autour, on va dire, en médiane, autour de 5 degrés pour le scénario 8,5. Donc ces scénarios, le scénario 2,6, il est déjà derrière nous. Le 4.5, qui est aujourd'hui, on va dire, le scénario reconnu par la communauté scientifique climatologiste, climatologue, celui-là, c'est un peu celui qui est en vigueur aujourd'hui, celui qu'on considère, avec une inquiétude sur le fait qu'il puisse perdurer, dans le sens où le 4.5, ça veut dire qu'au milieu du siècle, et avant le milieu du siècle, on aura dû décroître nos émissions de gaz à effet de serre. On est assez mal barré. Donc voilà, le 6.0, on ne l'utilise plus, mais c'est probable qu'on soit plutôt dans celui-là. Quelles évolutions possibles jusqu'à la fin du siècle ? C'est fonction, évidemment, des scénarios. Et sur les scénarios retenus ici, c'est-à-dire le 2.6, c'est celui qu'on avait pour la COP 21. Celui-là, on l'a abandonné, on l'a dépassé. Mais on avait demandé au GIEC de travailler pour la COP 21 sur le 2.6, alors que tous les membres du GIEC savaient déjà qu'on l'avait dépassé. Donc ça nous dépasse un peu, mais c'est comme ça. Donc, les scénarios à forte émission comme le 8.5, oui, en gros, c'est une augmentation de 4, on va dire entre 4 et 6 degrés en 2100. Donc avec une répartition, si on commence à régionaliser, là ça devient plus compliqué, mais globalement, on a une répartition inégale de ce réchauffement, plus importante sur les continents et sur les zones polaires. Donc au niveau des précipes, des disparités spatiales importantes, plus de précipitations sur les zones polaires et le Pacifique équatorial, et des situations contrastées ailleurs. La France métropolitaine, on considère que c'est une zone de transition. Bon, une fois qu'on a dit ça, j'avoue que sur les précipes, il me semble qu'on ne sait pas grand-chose. Donc, au niveau national, la température en métropole, on prévoit une hausse des températures jusqu'en 2050, quel que soit le scénario.
Au-delà, ça dépend évidemment du scénario. Mais dans le cas des émissions modérées et fortes, c'est une hausse jusqu'à en gros 5 degrés juste depuis 1900. Donc là, on n'est pas en 2100. Donc, hausse plus forte l'été aussi. Au niveau des précipitations en métropole, là encore, sur la lame d'eau, pas grand-chose à dire de particulier, avec toujours, de toute façon, de la variabilité interannuelle, et plus de précipes en hiver, plutôt plus de précipes en hiver et moins en été, avec une augmentation des pluies extrêmes. Il y a un gradient spatial nord-sud plus marqué qu'il n'est aujourd'hui. Maintenant, je vais vous parler de ce que je connais un peu mieux, c'est-à-dire le laboratoire du col de Porte. Donc ça fait, je ne sais plus, je suis arrivé, j'y travaille depuis 1993. Donc ça commence à faire un certain temps. Donc par contre, le laboratoire a été créé en 1959. Alors pourquoi ce laboratoire a été créé? Il a été créé, alors maintenant on l'appelle Observatoire Niveau Météo, c'est un peu pompeux. Historiquement, on l'appelait laboratoire. Mais peu importe. Il a été créé sous l'impulsion de la météo nationale à l'époque, de l'ONF, d'EDF et de plusieurs autres labos grenoblois qui s'intéressaient à l'évolution de la neige et du manteau neigeux. À ce moment-là, on ne pensait pas du tout à l'avalanche. Dans les années 60, le ski, c'était zéro. Le ski, il est arrivé dans les années 70, on va dire, de manière plus conséquente. Et par rapport à l'avalanche, on s'est intéressé à l'avalanche. Alors, pour les plus anciens d'entre vous, est-ce que vous vous rappelez des avalanches de 69-70? Bon, c'est dans un chalet UCPA à Val d'Isère. Il y a 30 gamins qui se sont fait prendre par une avalanche. Et dans la foulée, la même année, donc l'hiver 69-70, c'est le plus bel hiver, on va dire, du siècle. Et dans la foulée, il y a eu la même chose sur le plateau d'Assy, donc ça c'est à côté de Chamonix, au-dessus de Salanches, où là, une avalanche de neige humide est ensuite partie en coulée de boue et a emmené un sanatorium. Donc à nouveau, 50 décès. Donc là, les pouvoirs publics se sont dit, ce serait peut-être pas mal de mieux comprendre comment ça marche. Et cette mission en fait, de sécurité a été dévolue à Météo France à ce moment-là. Donc depuis ce temps-là, Météo France fait des bulletins de risque d'avalanche. Mais ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Pourquoi on a choisi le col de Porte à l'époque? Le col de Porte est donc en Chartreuse, donc Grenoble est juste en dessous, à 20 minutes de voiture. Et pour ceux qui connaissent Grenoble, c'est entre trois massifs. Le massif de la Chartreuse, la chaîne de Beldonne et le Vercors. Donc Grenoble est à la confluence de ces trois massifs. Et la Chartreuse, c'est un massif qui n'est pas très élevé. Les sommets sont à 2100 mètres. Et le col de Porte, lui, il est à 1325 mètres. Pourquoi ils ont choisi ce site? Alors d'abord, proche de Grenoble. Ça, c'est le côté logistique. Mais ensuite, un site très, très arrosé. Grenoble, en gros, c'est 80 cm de précipitation annuelle. Le col de Porte, c'est 2 mètres de précipitation annuelle. Donc il y a un gradient énorme. Et pourquoi il y a un gradient énorme? Pour ceux qui connaissent la région, vous arrivez de Lyon et vous arrivez sur la Chartreuse. Donc vous venez de l'ouest et vous allez à l'est. La Chartreuse, ce n'est pas l'Himalaya, ça fait que 2100 mètres. Mais c'est une barrière orographique énorme. Et donc les masses d'air sont obligées de s'élever. Masses d'air chargées encore d'humidité de l'Atlantique sont obligées de s'élever pour la passer et forcément condensent et précipitent au vent de la montagne. Ça, c'est l'effet de Föhn, tout bêtement. Et de l'autre côté, par contre, sur Beldonne, on a beaucoup moins de précipes. Donc ça, c'est pas pour rien qu'ils ont choisi ce coin-là. En plus, un autre intérêt, c'est que c'était gratuit. C'est-à-dire qu'il y avait le bâtiment laboratoire qui était présent et une parcelle suffisamment grande pour faire ce qu'ils avaient à faire. Gratuit parce qu'en forêt domaniale, donc on a une sorte de bail gratuit qu'on re-signe tous les 4 ans. J'ai refait la convention encore avec l'ONF récemment pour pouvoir disposer du site. Oui. Les précipitations, elles viennent surtout de l'ouest? En France, principalement, oui. Principalement, mais sur l'ensemble de l'Europe, principalement aussi. On va dire de manière simpliste. Évidemment, ça vient du sud aussi, du nord. Quand tu as un retour d'est, ça peut revenir d'est sur les Alpes. Mais globalement, le flux, il est d'ouest. Mais ça, c'est vrai sur l'Atlantique à nos latitudes. Et plus tu avances vers l'ouest au niveau continental, quand tu te rapproches des pays de l'ex-URSS, et là, tu es de plus en plus sec. Donc,
Pourquoi on étudiait la neige à ce moment-là? C'est qu'on n'y connaissait rien. On savait que c'était blanc, mais c'était à peu près tout. Les Suisses étaient en avance sur les Français là-dessus. Mais on n'y connaissait pas grand-chose. Donc les Suisses étaient en avance parce qu'en effet, ils ont beaucoup de lignes de chemin de fer, de villages qui sont vulnérables à l'avalanche. Donc ils se sont intéressés plutôt que nous. Donc le site, là je suis sur la labellisation, il est géré par le Centre d'études de la neige. Et donc à l'échelle locale, c'est un observatoire de l'OSUG. Hein. Et puis aux échelles nationales et internationales, Criops Clim, Glacioclim, Oscar, Ilter, enfin, etc. Donc, mesure pérenne depuis 63 ans, ce n'était pas la vocation du site du tout. Hein. Initialement, c'était comprendre l'évolution de la neige. Et en fait, le réchauffement climatique, c'est quand même quelque chose dont on a une perception, je dirais, récente. Pas se leurrer, hein. Dans les années 60, on n'y pensait pas du tout. Et c'est sur le col de Porte, avec un collègue, sur les années 90, on s'est dit, mais bon sang, on a déjà une base de données de 30 années. Et là, on commence à voir un signal. Et le signal, il était déjà bien avancé. Mais ça ne nous préoccupait pas, puisque c'était pas... Voilà, c'est pas dans nos cerveaux à ce moment-là. Donc par contre, en effet, le signal, maintenant, il est vraiment là, et on l'a développé. Et donc, le col de Porte, c'est 63 années de mesure, constitue ce qu'on appelle l'indicateur ONERC. Donc l'ONERC, c'est le GIEC français, on va dire, pour faire simplement, qui est l'Observatoire national des effets du réchauffement climatique. Alors c'est quelques vieux scientifiques, on va dire, galonnés, qui se retrouvent à Paris pour conseiller l'État en matière d'évolution climatique, de réchauffement, dérèglement. Voilà. Et donc il y a une trentaine d'indicateurs donc, qui ont été construits par l'ONERC ou utilisés par l'ONERC, qui sont sur différentes, on va dire, sur différents proxys. Et il y en a 4 sur la montagne. Alors, il y en a 2 sur les glaciers. Un sur la moyenne montagne, c'est celui du série du col de Porte. Et ensuite, le 4e, c'est la simulation, on va dire, d'enneigement sur l'ensemble des Alpes. Donc, pour pouvoir... Donc, les activités sur le col, c'est maintien au meilleur niveau de notre dispositif instrumental, c'est l'étude in situ des processus d'évolution du manteau neigeux, la constitution d'une base de données complète, développement de tests et instrumentation, protocoles et méthodes expérimentales, réalisation et suivi de campagne, etc., suivi climatologique local et niveau, collaboration nationale et internationale, ça c'est une conséquence, et lieu de transfert de connaissances, ça j'insiste un peu là-dessus, comme c'est près de Grenoble, en effet, puis c'est facile, on passe le portail, on est sur le labo, on arrive en voiture. Donc, très souvent, en effet, ça va des scolaires jusqu'aux médias ou un peu plus, viennent visiter le col pour parler de neige. Et dès qu'il tombe un peu de neige ou quand il n'en tombe pas, de toute façon, on a beaucoup de journalistes, s'il n'en tombe pas, s'il en tombe trop, ils sont là. Donc ça, c'est vrai que c'est aussi assez preneur en termes de temps. Maintenant, je vais vous parler un peu plus de neige et de forçage énergétique. Alors, de manière très simple, il n'y a aucune équation. Qu'est-ce que vont être les forçages énergétiques à la surface terrestre, tout simplement? On a quoi? On a d'abord le rayonnement solaire, direct et diffus, diffusé par l'atmosphère et les nuages, et la partie directe qui vient directement du globe solaire. Et puis, on a évidemment le rayonnement infrarouge ou thermique, ou grande longueur d'onde, qui lui est dans toutes les directions, mais la part qui nous intéresse, c'est celle qui descend vers la surface. Et puis derrière, il y a quelque chose que connaît mieux Jean Martial que moi, c'est les flux de chaleur latente et chaleur sensible. Donc tout ça influencé par le vent dans toutes ces directions, mais au départ, c'est dépendant de la différence de température, par exemple pour les flux de chaleur sensibles, entre la surface et l'atmosphère qui est juste au-dessus. Pour la chaleur latente, ça dépend du taux d'humidité dans la couche limite et principalement dans la couche qui est juste au-dessus de la surface. Et puis après, on a les apports, on va dire, d'énergie par pluie ou par neige. Le manteau neigeux, c'est quoi? Le manteau neigeux, c'est une succession de couches, comme, on va dire, qui est mémoire finalement de la saison. Alors là, on a évité le manteau derrière et on l'a évité devant, et vous voyez bien que, voilà, au départ, ça paraît tout blanc, mais quand on regarde d'un peu plus près, c'est une série de couches.
Là, les couches les plus transparentes, c'est les couches de glace. Donc ça veut dire qu'à un moment donné de l'histoire de ce manteau neigeux, on a eu une humidification. Le plus simple pour humidifier le manteau neigeux, c'est la pluie. La fonte en plein hiver, au col de Porte, on en a de plus en plus, mais c'est quand même moins fréquent que la pluie. Donc c'est un matériau poreux, multicouche, avec des caractéristiques stratigraphiques et thermiques qui sont propres à chacune des couches. Le manteau ne va pas évoluer d'un bloc. Chaque couche va évoluer différemment en fonction de ses contraintes, on va dire thermiques, et sa présence de liquide dans la couche. Parce que la neige, c'est quoi? C'est de l'air saturé en vapeur d'eau, principalement. C'est de la glace, donc des cristaux de glace, et éventuellement de l'eau liquide quand on est à 0 degré. En dessous de 0 degré, ça n'est pas possible. Il faut être à 0 pour avoir présence d'eau liquide. Donc la neige et ses forçages. Ce coup-ci, on force avec les flux qu'on a vus tout à l'heure, et la neige va réfléchir une partie du rayonnement direct et du rayonnement diffus. Une neige très récente a un albédo de combien, à votre avis? L'albédo, c'est la capacité à réfléchir le rayonnement solaire. Vous avez idée? Combien? Alors 0,9, tu es déjà dans du faible. Une neige fraîche, toute récente, pas pleine de sable, va réfléchir 3% d'énergie solaire. Donc c'est un albédo de l'ordre de 0,97, voire 0,98. Une vieille neige va réfléchir 50% de l'énergie solaire, avec un albédo de 0,5. Donc on a une différence énorme. Alors déjà, la vieille neige, c'est les plus gros grains. Il fait plus chaud. Le rayonnement solaire dure plus longtemps sur la journée, avec un zénith plus haut. Donc la vieille neige, elle n'a pas beaucoup de chance. La récente, elle peut tenir un moment. Le rayonnement thermique émis par l'atmosphère, il est important, et nous, on va s'intéresser au bilan. C'est-à-dire qu'une neige à 0 degré va émettre 315 watts par mètre carré vers l'atmosphère. L'atmosphère, quand il est complètement dégagé, on estime sa température autour de moins 30 degrés. Et c'est ce rayonnement qu'on reçoit de toute l'atmosphère. On a donc un différentiel de 30 degrés entre l'émission d'infrarouge de l'atmosphère, quand il est parfaitement dégagé, et l'émission d'infrarouge de notre neige qui serait à 0 degré. Un différentiel de 30 degrés, ça fait une différence en termes de bilan de l'ordre de moins 120 watts par mètre carré pour la neige. Donc quand le ciel est dégagé, en plein jour ou la nuit, la neige va se refroidir quand elle part de son état de fonte à 0 degré. Si on met des nuages juste au-dessus, le corps qui va émettre l'infrarouge, c'est la base des nuages vers la surface. Nos nuages, leur température d'émission, va dépendre de, on va dire, la température du profil de la masse d'air, mais ça va être celle de leur altitude. Si vous avez des nuages bas au-dessus de la neige, le bilan infrarouge, il peut être éventuellement positif. Si vous avez des nuages plus élevés, globalement, il est négatif, mais moins négatif que par ciel clair. Et par rapport à ça, pour ceux qui font un peu de ski de randonnée, il peut faire, vous êtes au refuge, vous dites, c'est au printemps. Le lendemain, je veux monter au sommet avec de la neige regelée, alors que la veille, c'était de la soupe. Qu'est-ce qu'on attend? Il fera chaud toute la nuit, plus 3 degrés au-dessus de la surface à 1,50 m. Pour que la neige regèle, qu'est-ce qu'il faut? Du ciel clair. Il n'y a plus d'apport de rayonnement solaire et on va pouvoir regeler sur une épaisseur suffisante pour monter jusqu'à notre sommet sans s'enfoncer si on a ciel clair et perte par infrarouge. Donc ça, c'est un truc qui est bien connu en fait des randonneurs, c'est qu'on s'attend plus, on espère plus avoir du ciel clair. Bon, les flux de chaleur latente et sensible, bon, c'est lié à la différence de température pour la sensible entre la surface de la neige et l'air qui est juste au-dessus. Et les flux de chaleur latente, ça dépend de l'humidité relative de la couche d'air qui est juste au-dessus de la neige. Mais ça, je ne vais pas développer plus ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que globalement, au moins sur un site comme le col de Porte, et le vent n'est jamais qu'un accélérateur, il ne provoque rien le vent. Lui, il va accélérer le remplacement de la couche d'air qui est juste au-dessus de la surface. Donc lui, il va accélérer le processus, entretenir le processus. Sinon, au bout d'un moment, on a équilibre entre la surface de la neige
et la pellicule d'air qui est juste au-dessus s'il n'y a pas de vent. Oui. Alors si j'ai un vent chaud, plus chaud que la surface de la neige, bah forcément, je vais faire fondre, enfin je vais augmenter la température de surface, jusqu'à la fonte éventuellement. Si c'est un vent froid, plus froid que la surface, je vais refroidir. Alors après, on a aussi des apports de pluie et neige. Et puis, sur un manteau neigeux, ce qui est important, alors ça ne le fait pas fondre, hein, on va dire, en moyenne montagne, et à haute montagne encore moins, c'est le flux de sol. Alors, au niveau d'un manteau, mais je vais continuer là-dessus, le manteau neigeux, c'est un manteau matériau poreux multicouche, donc avec des caractéristiques thermiques propres, forcé par la surface, forcé par le sol. Forcé par la surface, imaginons, donc là vous avez en abscisse les températures de plus en plus négatives, forcé par la surface, là j'ai un peu forcé le trait quand même, mais là on a une température à moins 45 degrés en surface. C'est possible. Par perte par infrarouge suite à une nuit claire, au col de Porte c'est assez rare. Mais au col de Porte on descend souvent à moins 30 en surface. Au sol on est à combien? On est à 0 le plus souvent, à moins que le sol est regelé avant les premières chutes de neige. La neige, c'est un isolant. Une fois qu'elle est déposée, avant de faire passer les frigories qui permettent, on va dire, de geler le sol, il en faut. Et le sol, il continue, avec son flux de sol, à pulser vers la surface. La fonte, je vous dis, elle est à nos latitudes et à suffisamment haute altitude, quasiment négligeable. Hein. Au col de Porte, avec le flux de sol, on va dire, on perd en gros 10 kg par mètre carré ou 10 mm équivalent eau sur des manteaux qui peuvent monter jusqu'à 400 mm équivalent eau au mois de mars-avril. Donc 10 mm, c'est quand même pas grand-chose. On n'est pas à 4%. Donc, par contre, le flux de sol, donc, il permet de maintenir à 0 degré la base, l'interface neige-sol. C'est pour ça que quand vous êtes en montagne, on vous dit que vous avez une nuit à passer, mieux vaut faire un trou et vous mettre près du sol qu'à la surface. Donc, comme c'est multicouche, ben là, oui, évidemment, on ne peut pas faire du linéaire dans chaque couche de neige. Ça peut ressembler à ça. Ça veut dire que là, par exemple, il y a de l'eau qui a été piégée à un moment donné et on n'a pas eu les frigories nécessaires pour avoir atteint le flux de leur latente qui permettent de refroidir cette couche de neige. On est à 0, mais on n'est pas regelé, ou en partie regelé. Montée neigeux, comment il se constitue? Alors il se constitue, à la suite, succession des couches de neige qui tombent du ciel. Ça, c'est des photos, hein, ce n'est pas des dessins. Donc au macroscope, on a pris ces photos. C'est des grains, la plupart d'ailleurs, qui ont été collectés au col de Porte. Alors là, on voit des étoiles de neige. On va voir autre chose. Alors ça, c'est ce qu'on appelle des plaquettes. Là, vous avez une étoile de neige un peu givrée. Et puis là, on a une colonne. Et puis on peut avoir d'autres types de chutes de neige, avec là ce qu'on appelle des boutons de manchette, ici avec une colonne, et puis une étoile de neige un peu fondue dessous. Alors ça ne tombe pas du ciel. Ça, c'est du givre de surface. Donc ça s'est formé à la surface des grains, mais ça n'est pas, on va dire, une hydrométéore. Et puis à droite, on a un mélange d'aiguilles. Oui. Donc là, on a une belle étoile. Qu'est-ce que vous remarquez? L'étoile, elle a combien de branches? 6. Pourquoi l'étoile a 6 branches? Ça, c'est de la chimie. Et c'est là où je n'étais pas tout à fait d'accord à ce qui a été dit par Jérôme quand il a parlé de gélifraction, en disant c'est de la mécanique, mais pas du tout. Pourquoi la glace flotte? La glace flotte, ça c'est la glace bulleuse. La glace, on va dire sans bulle, elle est à 917 kg par mètre cube. Est-ce que vous connaissez beaucoup d'éléments qui passant, de molécules qui passant de l'état gazeux à l'état liquide et enfin à l'état solide ne soient pas chaque fois en augmentation de densité? Dans le cas de l'eau, vapeur, liquide, oui, bien sûr, on augmente la densité. Mais si la glace flotte, c'est quand on passe de liquide à solide,
Ben là, on la diminue. Alors, pas énormément, mais quand même quasiment de 10%. Et on la diminue, et ça, c'est une histoire en effet de chimie et d'arrangement de la molécule d'eau. Pour moi, c'est de la physique. Mais... Bah après, je sais pas. Moi, j'ai appris ça en troisième. On m'a dit, il n'y a pas de réaction. Mais c'est quand même une histoire. C'est la liaison OH qui vient se créer à partir du moment où on a moins d'agitation moléculaire et qui éloigne les molécules d'eau par rapport à l'eau liquide. Et cette liaison OH permet d'arriver à une structure, on va dire, atomique cristalline. Et donc, pour que la vapeur d'eau puisse se condenser dans l'atmosphère, dans un nuage, et former un germe de glace, il faut qu'elle se forme sur une poussière cristalline. Donc des minéraux, peu importe, tout ce qui est en suspension là-haut, ça permet ça. Et après, le développement, il se fait de manière cristalline. Donc les cristaux de neige, au départ, ils ont cette forme-là, cette symétrie hexagonale cristalline, dans le nuage. Et puis après, suivant les gammes de température et d'humidité, ils vont se développer, suivant les grandes faces, par condensation solide de la vapeur d'eau disponible, suivant les faces latérales, ou suivant les arêtes. Donc ça va donner l'étoile de neige, ça va donner les colonnes, et ça va donner ce qu'on appelle les plaquettes. Là, on parle bien de neige qui se forme dans le nuage et qui vient se déposer à la surface. Ensuite, une fois qu'on est à la surface, on peut aussi avoir ça, de plus en plus. Et puis ça, c'est bien pour avoir de l'argent auprès des donateurs, c'est les pluies de sable. Que ce soit des pots secs ou des pots humides. C'est pour ça que je la mets, mais moi, je m'en fous un peu. Donc la neige, au départ, c'est ça qui se dépose à la surface du manteau neigeux. Et ensuite, les couches de neige ne vont pas arrêter d'évoluer en fonction des conditions de température, du forçage en température, du gradient de température dans la couche, et éventuellement, si on est à 0 degré, de la présence d'eau liquide. Et elles vont évoluer d'abord vers quoi? Alors ça aussi par destruction mécanique, le vent nous amène tous ces cristaux à rapidement ressembler à ça, mais les métamorphoses thermodynamiques aussi. Et puis ensuite, on a 3 grands types de cristaux, ça par métamorphose qu'on qualifie de neige sèche, c'est-à-dire qu'on reste toujours dans la couche à température négative. Dès qu'on est à 0 degré, qu'on a un début de fonte, on va aller vers le grain de fonte final, qu'on verra ensuite, qu'on appelle le grain rond. Et là, soit on tire vers des petits grains, qu'on appelle le grain fin. C'est les grains qui sont excellents, on fait des belles briques quand on fait un igloo. Ça, c'est à la pelle, on fait des super trucs. Ou des grains qui ont très peu de points de contact entre eux, qui sont soit les faces planes, soit les gobelets. Bon, on ne va pas faire d'avalanche, donc je ne vous en parle pas. Et à la fin, avant de fondre, on arrive à ça. Donc la neige de culture, ça ressemble à ça. Donc c'est des grains très arrondis qui sont pleins de glace. Et c'est évidemment les grains les plus denses de ces ensembles de couches. Donc tous ces types de grains, alors il y a un peu à l'échelle, on va dire, d'une saison, il y a des passages qui ne sont pas réversibles. On ne peut pas passer du gobelet, par exemple, au grain fin, on va dire, à l'échelle d'une saison. En chambre froide, on y arriverait très bien, mais il faudrait du temps. En caisson, on y arrive. Donc le manteau neigeux, il est constitué de tout ça, jusqu'à la fonte. Maintenant, je vais vous parler un peu du dispositif instrumental du col de porte. Donc on essaie de mesurer tous les flux à la surface du manteau neigeux et on essaie aussi de regarder ces données de validation qui sont celles de l'évolution de la neige. Alors, on dispose de quoi? Donc on a, première op, c'était fait par des humains simplement. L'automatisme, ça n'existait pas dans les années 60. Donc mes anciens collègues montaient tous les jours, en plein hiver simplement, pour relever à la perche la hauteur de neige, aller ouvrir l'abri et mesurer sur des thermomètres à mercure ou à alcool ou n'importe quoi la température de l'air, avec quand même déjà des enregistreurs mécaniques, on va dire, mais évidemment qu'on avait assez peu d'infos. Aujourd'hui, on a à peu près 200 capteurs qui mesurent un pas de temps du quart d'heure automatiquement, sans qu'on ait à y monter, toute une série de paramètres, et puis après on rajoute des campagnes expérimentales où on va mesurer d'autres choses. Donc voilà le site, donc ça c'est la partie prairie du site, et là-bas, vers la petite flèche, vous avez la partie forêt. Donc avec toute une batterie de capteurs. Donc par rapport aux mesures, qu'est-ce qui est important quand on veut faire de la bonne mesure? Les questions à se poser, c'est d'abord, que veut-on mesurer? Pourquoi, quand, comment et où? Après, c'est la représentativité de la mesure.
Si je vais mettre une sonde de température sur un mur noir, ben, j'ai tout faux. Elle va chauffer plus que si je la mets sur le mur blanc qui est à côté. Ça, vous le savez tous. Donc, on fait un peu gaffe. Ensuite, résolution spatiale et temporelle, ben, on voudrait quoi? Respect des règles de normalisation internationale. Alors ça, c'est ce dont je parlais par rapport à l'homogénéité des données qu'on veut utiliser pour parler de climat, par exemple. Évidemment que c'est essentiel de respecter ces règles. Donc une température de l'air, ça se mesure dans un abri. Alors ventilé naturellement au départ par l'OMM. Aujourd'hui, on accepte des plus petits abris. Donc ventilé naturellement, ça veut dire que c'est des abris ajourés. Hein, et l'air passe naturellement. C'était les abris Proa au début. Donc là, là c'est un nouveau, mais avant, on a un énorme truc, quoi. L'air passe naturellement. Et ça permet donc de faire l'intercomparaison entre les différentes mesures. Donc le respect des règles de normalisation, mais j'en parlerai encore plus loin, oui, c'est essentiel, quoi. Puis après, évidemment, qu'on essaie sur un site comme celui-là, hein, qui n'est pas utilisé en exploitation, qui est utilisé pour, on va dire, évaluer les modèles ou éventuellement fabriquer de nouveaux schémas, ben, il est certain qu'on a intérêt à avoir de bonnes mesures. Donc on y fait gaffe. Donc la neige et ses forçages énergétiques, donc je le rappelle juste là, donc on essaie de mesurer tout ça. Alors pour le mesurer, on va utiliser toute une batterie donc, de capteurs que vous avez vu sur la photo. La première chose, c'est mesurer la température et l'humidité relative de l'air. Donc on le fait sous abri, comme je viens de le dire. Alors le problème, sur un site enneigé, il faut rester à 1,50 m. Comment on fait? Alors c'est pas automatique ça. Là, il y a une manivelle qui permet de monter l'abri jusqu'en haut. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas monté très très haut, donc entre-temps, j'ai besoin de mettre des caméras qui regardent là-bas. Et donc j'ai même mis une barre au milieu parce que lors du record d'épaisseur de neige au col de Porte, c'est 3,10 m, 3,15 m en 69-70, le fameux hiver. Donc ça au mois d'avril. Donc là, ils ont dû le monter jusqu'en haut. Donc pour rentrer dans le labo, évidemment, il fallait creuser pour pouvoir rentrer dans le labo. Bon, il y a bien longtemps que je n'ai pas eu à faire ça. Donc ça, c'est pour la température humidité. Le vent en météo, ben, on le mesure à 10 mètres. Hein. Donc force et direction. Et là, j'ai rajouté une flèche parce que j'ai besoin, pour pouvoir corriger mes précipitations neigeuses, d'avoir un anémo à la hauteur des surfaces de captation de mes pluviomètres. Parce que l'histoire de décroissance logarithmique du vent dans la couche limite, ça ne marche pas du tout, au moins au col de Porte. Les rayonnements infrarouges et solaires, ben, on a un portique qui permet de les mesurer. Et là, on mesure les 4 termes, à la fois les termes atmosphériques et les termes émis pour l'infrarouge ou réfléchis pour le rayonnement solaire par la surface. Donc ça encore, c'est pareil. Un capteur de rayonnement infrarouge, quand il est couvert de neige, quand il neige, vous allez mesurer quoi? Non plus la température de l'atmosphère, on va dire l'émission infrarouge de l'atmosphère. Vous allez mesurer la température de la neige qui est sur votre coupelle. Du rayonnement solaire, pareil, le capteur recouvert de neige, on ne mesure plus le rayonnement solaire ou l'éclairement, on mesure ce qui passe à travers une pellicule de neige. Donc pour les rayonnements, on va dire, réfléchis dans le courte longueur d'onde ou émis par la surface dans le grande longueur d'onde, on a moins de soucis parce que la neige, elle ne remonte pas, quoi. À moins qu'on n'ait pas remonté l'abri, le portique. Mais on a donc du souci pour les rayonnements atmosphériques. Pour résoudre ce problème, on a ici une boîte, là. Donc rien que le fait... Et en dessous de 4 degrés Celsius, mesuré par une des nombreuses sondes dans le parc, là, les bras tournent et vont rentrer dans la petite boîte, là, toutes les heures. C'est en plus chauffé et ventilé. On a un cycle de 5 minutes de chauffage. Et puis après, ils ressortent, ils se remettent en place. Donc notre intégration horaire des rayonnements, elle se fait sur 55 minutes, le temps du cycle de réchauffage. Donc ça nous permet de garder de bonnes mesures, même pendant les chutes. Donc, on a eu une campagne de mesure récente, parce que mesurer de la précipitation liquide, c'est facile. On met un seau, on mesure tout ce qu'on veut, ça marche bien. Mesurer de la précipitation neigeuse, c'est beaucoup plus compliqué. Je reviendrai là-dessus. Donc on utilise pour mesurer la précipitation neigeuse ce type de pluviomètre. Donc c'est des pluviomètres qui sont non pas à auger, mais qui sont à peser. Donc on pèse le contenant du seau. Le contenu, pardon.
Donc on a une série de pluviomètres, il y en a plein, hein, peu importe. On va passer rapidement là-dessus. Et puis après, on a besoin de mesurer la hauteur de neige. Pour mesurer la hauteur de neige, soit on la mesure avec des capteurs ultrasons, comme ce qui est fait ici, sur ce bassin versant. Mieux, c'est les capteurs laser actuellement, mais c'est plus cher aussi. L'avantage du laser par rapport à l'ultrason, c'est que l'ultrason, on balance en fait des ultrasons, mais avec un certain angle solide, donc on voit une surface un peu plus grande. Et quand il y a précipitation neigeuse, on va mesurer éventuellement la hauteur à laquelle les cristaux de neige passent sous l'ultrason, et non plus la hauteur de la surface qu'on veut mesurer. Et on mesure le temps d'aller-retour, hein, mais ça a été déjà décrit. Donc le capteur laser, lui, c'est beaucoup plus fin, on a moins de chances de choper un cristal de neige sur le faisceau du capteur. Et puis après, on a toute une série d'instruments qui ont été déployés au cours du temps. Je reviens sur la mesure des précipitations neigeuses. Donc déjà, il faut décider de quelle est la phase quand on a précipitation. On a un signal dans le pluvio, mais est-ce que c'est de la neige, est-ce que c'est de la pluie? Globalement, là on est quasiment en atmosphère libre, au col de Porte. En dessous de zéro, c'est toujours de la neige. Par contre, toute la question est entre 0 et 2. Donc là, moi, chaque année, je refais une phase, on va dire, experte, entre guillemets, grâce à tous mes autres capteurs, différence de rayonnement infrarouge à la surface, etc., pour arriver à une phase. Fonction de la phase des précipitations. Si c'est de la pluie, on corrige rien. Si c'est pluie et neige, on va corriger au prorata de la quantité de pluie ou de neige, ce qu'il faut corriger sous forme de pluie ou sous forme de neige. Si c'est que de la neige, on va corriger cette lame d'eau neigeuse. Pour une température, donc ça, c'est issu d'une première campagne de l'OMM en 1996. En 1996, pour ce type de pluvio, donc pluvio géonord, pluvio norvégien, on a ce type de correction. C'est-à-dire que pour un vent et une température de l'air de moins 5 degrés, pour un vent de 2 mètres secondes, il faut corriger de 1,6, 1,7 la lame d'eau mesurée dans le pluvio. Pour un vent de 7 mètres par seconde, ce n'est pas grand-chose, 7 mètres par seconde. Hein. C'est ce qu'on appelle en météo du vent moyen. 7 mètres par seconde, il faut déjà quasiment corriger d'un coef 4. Et plus il fait froid, plus il faut corriger la lame d'eau. Donc quand on prétend mesurer avec un seau une précipitation neigeuse, d'autant s'il fait froid, d'autant s'il y a du vent, c'est faux, on la mesure mal. Et pourquoi on a ce problème de sous-captation? Pour ça, il y a une image que j'aime bien. Vous avez votre voiture qui est là, en train de... le pare-brise qui se fait enneiger, parce que vous êtes à l'arrêt. Vous partez, vous commencez à rouler, vous mettez les essuie-glaces, continuez à mettre les essuie-glaces, vous roulez prudemment, et vous ne quittez pas la route, mais par contre, vous ne voyez pas grand-chose, et à un moment, il faut aller de plus en plus vite avec les essuie-glaces. Si vous allez à fond, vous êtes champion du monde de la conduite, avec la surpression sur le pare-brise, il n'y a plus besoin de l'essuie-glace. À l'entrée d'un pluvio qui a un truc bouché, c'est pareil. En fait, on a un rejet aérodynamique, parce que la neige, c'est très très léger. Est-ce que vous avez idée de la densité de la neige qui tombe quand il fait froid? Température de moins 5, pas de vent. C'est-à-dire pas de reprise au sol. Allez, un chiffre. La neige peut tomber, quand il fait très très froid sans vent, à 30 kg par mètre cube. Par rapport à nos 1000 de l'eau, une grosse différence. Et globalement, on considère que la neige tombe, si on donne 100 kg par mètre cube, c'est à peu près la valeur qu'il faut retenir. Donc on est à 10% de la masse volumique de l'eau. Donc là, on passe en revue nos capteurs avec le fameux boîtier de réchauffage pour les Pyrgéo et le Pyrano. Et ici, vous avez le capteur ultrason de hauteur de neige et le capteur laser. Alors, il y a des capteurs que je ne décris pas aussi, c'est les lysimètres. Donc à ne pas confondre avec les limnimètres. Les lysimètres permettent de mesurer l'eau de fonte ou la précipitation, peu importe, hein, à la base du manteau. Donc on a deux lysimètres qui sont à droite là, sur l'image et qui mesurent en fait l'eau d'écoulement basal du manteau neigeux. Bon, on fait de la mesure automatique évidemment, mais évidemment que l'hiver on travaille aussi à faire avec des mesures manuelles. Et de manière hebdomadaire, on vient faire des trous dans le manteau neigeux pour regarder sa stratigraphie, avec une première mesure qui est une mesure mécanique, hein, avec une sonde de battage, pour avoir la résistance successive des couches de neige. Donc on fait ça
tout au long de l'hiver. Et évidemment, on fait des carottages pour avoir l'équivalent en eau totale du manteau neigeux, de manière manuelle. Alors, il est mesuré aussi de manière automatique par des capteurs, donc des capteurs EDF, qui vont mesurer l'atténuation du rayonnement cosmique à travers... Donc, le rayonnement cosmique qu'on reçoit naturellement est atténué par l'eau dans toutes ses formes. Et évidemment, que là où on a une forte densité, c'est dans l'eau liquide ou dans la neige. Donc vous mettez un capteur de rayonnement cosmique sous une piscine, vous avez l'auteur d'eau dans votre piscine. Vous en mettez un sous le manteau neigeux, vous avez l'équivalent en eau de votre manteau neigeux. Donc puis après, au niveau des mesures manuelles, on fait évidemment des carottages. Là, c'est des carottages horizontaux pour avoir la densité des couches de neige successives. Ça, on n'a pas d'appareil automatique qui permette de le mesurer. Je vous ai parlé un peu de l'indicateur climatique du col de Porte, basé sur ces 63 années de mesure. C'est ce qu'on voit là. Donc, comme je vous le disais, on a des mesures, en fait, continues depuis 63 ans, mais uniquement sur les hauteurs de neige et températures et précipitations quotidiennes. Par contre, on n'a pas ça au niveau horaire. Au niveau horaire, on les a depuis 93-94, là sur tous les paramètres dont je vous ai parlé, et sur toute l'année, on les a que depuis 2015. Donc, ce que vous voyez ici, sur ce graphique, chaque barbule correspond à une année de mesure, mais pas une année, 5 mois, les 5 mois d'hiver. En haut, c'est le graphique des hauteurs de neige, alors vous ne voyez rien de là-bas au fond, mais ici, on a 80 cm, 1,20 m. Ici, c'est la différence des températures entre les 30 premières années. Pardon, le zéro, là, il n'est pas complètement zéro. Les 30 premières années avaient en moyenne température sur les 5 mois de décembre à avril, une température de 0,1 degré. Donc c'est quasiment confondu avec l'axe des X. Mais ce que vous voyez en rouge et bleu, c'est la différence par rapport à cette moyenne. On n'est pas complètement sur le zéro, là. Mais bon, ça ne change pas grand-chose. Quand un météo parle de climat, il regarde ces séries en termes, on va dire, de normale. Une normale pour un météorologue, c'est un climatologue, c'est 30 années de données. Au sein de ces 30 années, évidemment qu'on a de la variabilité. Là, on le voit bien. L'hiver 63-64, c'est un des pires hivers qu'on ait connu en termes de hauteur de neige. Et puis là, de plus en plus, on se rend compte que les hivers, des hivers faibles, on en a de plus en plus. Des hivers conséquents, en termes de hauteur de neige, on en a malgré tout de moins en moins. Les derniers bons hivers sont à la 10e, 9e, etc. place des 63. Qu'est-ce qu'on voit quand on regarde la moyenne glissante? On se rend compte qu'au milieu des années 80, on a eu une accélération de la pente et donc de la diminution du stock neigeux. Si on le traduit entre les deux hivers, on a perdu 40 cm de neige entre la première série de 30 ans et la deuxième série. Donc entre nos deux normales, 60-90 et 90-2020, on perd quasiment 40 cm de neige sur le stock, avec une moyenne qui était autour d'1 mètre sur la première normale. Donc aujourd'hui, on est proche de 60 cm sur pas les 20 dernières années, mais entre 60 et 2020. Bon, la dernière année, celle qu'on vient de connaître, elle est là. On a 10 cm en moyenne sur l'hiver dernier. Ouais. C'est tous les ans qu'on redéfinit la normale? Alors, une normale, si tu veux en météo, une normale, c'est par décennie. Donc tous les 10 ans, en effet, on la redéfinit. Et par décennie ronde, si tu veux. Donc ça, 40 cm de différence entre nos deux séries de 30 ans, ça peut faire 80 cm si on fait une régression linéaire, mais on n'a pas le droit de le faire. Ça s'explique comment? Au niveau des précipitations, c'est ce que vous avez ici en vert, cumul sur les 5 mois. Donc, pluie et neige confondues, tout ça transformé en eau liquide. On se rend compte qu'il y a une variabilité, évidemment, intersaisonnière, mais pas vraiment de signal. Là, on n'arrive pas, et c'est vrai au niveau national, voire au niveau global, sur les cumuls, pas grand-chose à dire. Toute la différence
Flux de chaleur sensible, il fait un peu plus chaud, il fait 1 degré entre les deux séries de plus. Est-ce que ça explique la fonte? C'est 40 cm perdus? Bien sûr que non. La différence, elle est sur l'altitude de la limite pluie-neige. C'est-à-dire qu'avec 1 degré de plus, le col de Porte, il est vraiment à une altitude critique. Et aujourd'hui, j'aime bien dire ça, on a quasiment le climat qu'on avait 60 ans avant dans le village qui est 300 mètres en dessous. Et dans le village 300 mètres en dessous, il y avait une station de ski, historiquement. Moi, j'ai appris à skier là-bas. Aujourd'hui, si, peut-être 3-4 jours par an, on y arrive, mais voilà. Donc, elle est abandonnée, la station de ski. Et celle du col de Porte, c'est pour bientôt. Donc, voilà le graphe de l'indicateur ONERC. Ici, ce que vous avez, alors, chaque année, donc, correspond à une série. Là, donc, on a des valeurs quotidiennes. C'est les 5 mois de mesure. Ce que vous avez en rouge foncé, là, en rouge carmin, c'est les enneigements supérieurs à 2 mètres. Et puis après, quand on décroît et qu'on tire vers le blanc, c'est plus de neige du tout. Et le jaune pâle, je ne sais pas comment le qualifier, là, le jaune sale, là, ça, c'est inférieur à 10 cm de neige. Donc on voit que, évidemment, les enneigements conséquents, c'était avant. Là, on a dépassé les 1,50 m, c'est le rouge, de temps en temps, mais voilà. Ce qu'on voit, c'est que globalement, par contre, sur le début d'enneigement, on ne voit pas grand-chose. Le début d'enneigement, c'est à peu près toujours au même moment. Les fins d'enneigement, c'est de plus en plus précoce. Et puis les enneigements conséquents, c'était avant. Donc c'est aussi retracé. Là, on a des moyennes glissantes, donc sur 30 ans, pour ces séries. Donc là, on a toute la gamme de couleurs, et le bleu, évidemment, c'est les dernières années. Oui, ça, je vais passer vite là-dessus quand même. Donc, signal limité sur les faibles enneigements, diminution de 10% en gros, etc. Plus important sur les enneigements moyens, encore plus sur les forts, etc. Alors, par contre, on va s'intéresser quand même à un truc. Alors, ça, c'est par rapport au tourisme ski. On considère qu'on peut skier sur une station de ski alpin si on a 30 cm d'épaisseur de neige. Donc là, entre les deux normales, 30 cm, c'est quand même pas grand-chose. On n'a pas encore un signal très très marqué. C'est bien pour ça que certains ont encore envie d'investir à ces altitudes. C'est qu'à 30 cm, oui, on passe 250, on est passé de 125 jours sur la première normale, d'enneigement supérieur à 30 cm, à 105 jours sur la seconde. Bon, cette année, on en a eu 9, je crois, ou 12, je ne sais plus. Donc cette année, ça n'a pas été très skiable. Et ça n'a pas été très skié. Alors à un moment, on m'avait demandé, là c'était le parc de Chartreuse qui m'avait demandé de faire un retour sur la canicule de l'été 2015. C'est pour ça que je me suis mis à corriger sur toute l'année à partir de 2015. C'est que j'étais infoutu de faire un retour. Je n'avais pas grand-chose, je ne pouvais pas remonter sur mes 63 ans. Donc je ne pouvais pas réinventer les données que mes prédécesseurs n'avaient pas mesurées. Donc j'ai commencé à m'intéresser à ce qui se passait en dehors de l'hiver. Et comme l'hiver est de plus en plus court, je me disais, il faut bien que j'occupe mon temps, quoi. Donc, j'ai fait ça. Donc voilà, évidemment. Donc là, chaque point correspond à une température moyenne annuelle. Après, vous connaissez un peu ce qui se passe. Donc avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce que ça sera en 2100? Alors là, c'est une combinaison de modélisation à partir de modèles, on va dire, globaux, combinés avec des modèles régionaux, toute une batterie de modèles. Ce que vous avez en noir ici, tout ce qui est noir, c'est... Là, on est en 2000 tourons. Tout ce qui est en noir, c'est de la mesure. Donc, on a initialisé les modèles sur les mesures donc, du passé. On les a laissés tourner sur les 15 dernières années. On a regardé ce que ça donnait ensuite, avec différents scénarios climatiques. Donc là, vous avez à la fois, ont été pris en compte le scénario 2.6. Non, alors là, c'est le 4.5 et c'est le 8.5. Le 4.6 et le 8.5. Non, mais il y a le 2.6 aussi. Donc voilà, on a fait nos runs. Ce qu'on peut dire simplement à la fin, c'est qu'avec le 8.5, on peut considérer qu'il y aura quasiment plus de neige en 2100 au col de Porte, ou neige au sol. Ça ne veut pas dire qu'il ne neigera pas, ça veut dire qu'elle ne tiendra pas longtemps, ou peu. Donc on donne une hauteur de 10 cm,
Et avec le 4.5, on est autour d'une trentaine de centimètres. Voilà, je ne vais pas rester plus là-dessus. Et puis, comme justement, j'en ai informé l'État, donc en disant je suis très très inquiet. Et je leur ai dit, mais après-demain en Chartreuse, comment peut-on faire pour garder notre neige? Donc j'ai appelé Manu, il m'a dit, ben, je vais prendre des précautions. Et moi je me disais, merde, ils vont envoyer Gérard, tout mettre dans des bassines, c'est pas ce que je veux. Et ben non, il m'a envoyé Sébastien, le cornu, notre ministre des Armées. Donc la neige est très bien protégée au col de Porte. Voilà, mais qu'est-ce qu'on fait aussi en dehors de ce qu'on fait de manière pérenne? On s'intéresse aussi dans les modèles de climat. L'enneigement sous forêt n'est pas mesuré. L'enneigement en forêt n'est pas mesuré. Il n'est pas pris en compte. Enfin, pardon, il n'est pas mesuré, il n'est pas modélisé. Donc on s'est dit, la forêt, c'est quand même important sur le globe en termes de surface du globe. Ça serait quand même mieux qu'on puisse, dans nos modèles de climat, avoir des modules qui permettent de simuler cette végétation haute et son enneigement. Alors, la forêt est représentée dans les modèles de climat, mais pas l'enneigement en forêt. Simplement, en forêt, c'est déjà pas simple de modéliser la neige, d'avoir les bons schémas en prairie, en zone ouverte, mais en forêt, ça complique tout. Les arbres, déjà, interception de la chute de neige. Donc, pour régler le problème de l'interprétation, au moins la mesurer, j'ai passé un peu de temps à faire des grands bacs, comme ça, des grandes auges, des sortes de pluviomètres. Et donc, j'ai mesuré, alors il y a 32 caisses en plastique, à la fin, c'est quand même des fois vachement lourd, beaucoup de temps pour aller peser nos caisses à l'intérieur du labo. Donc, j'avais 2 transects de 32 mètres, là, où je collectais après les chutes de neige. Heureusement, je n'étais pas tout seul. Donc, on avait eu une thèse là-dessus, un master là-dessus, et il m'aidait bien à porter les caisses. Parce qu'on le faisait après chaque chute ou jusqu'à la fin de la décharge des arbres. Et ça, c'était en effet complètement manuel. Et puis derrière, on a essayé de voir comment le modèle MEB, donc qui est, on va dire, un complément du modèle DISPA, donc multi-énergie balance, c'est un modèle qui a été développé pour faire de la végétation. Et il fait aussi de la végétation haute. Donc sur la végétation rase, on n'a pas trop de problèmes avec ces schémas. Sur la végétation haute, il a été développé au Canada, sur des forêts beaucoup moins hautes finalement que la forêt, on va dire, française, des arbres moins hauts. Et avec, dans ces forêts-là froides, beaucoup de sublimation de la neige captée par les arbres. Donc sur les arbres, il y a une grosse proportion de la neige qui a été interceptée par les arbres qui va se sublimer, donc passer de l'état glace à l'état vapeur. Col de Porte, ça ne se passe pas du tout comme ça. Sur une forêt, on va dire, métropolitaine, ce n'est pas du tout comme ça. La neige, elle tombe sur les arbres et finalement, elle goûte ensuite, la plupart du temps, sous forme de gouttelettes d'eau, vers la surface du manteau neigeux. Donc, on a commencé à simuler avec MEB. On avait beaucoup trop de neige sous la forêt qu'il n'y en avait en réalité. Donc, pardon. Mince, j'étais beaucoup trop loin. Pour instrumenter la parcelle, on a mis... Alors ça, au départ, la première station, c'était d'ailleurs, merci Jean Martial, c'est Jean Martial qui nous avait prêté la station automatique. Puis après, il a voulu la récupérer, donc on en a construit une autre. Mais on a passé 1 an avec cette station, donc c'est une station qui mesure tous les flux, les 4 termes du rayonnement, la température de l'air, etc. Et puis on s'est dit, ça ne suffit pas, donc on a tout un réseau de transects, vous ne voyez pas bien sur la photo, on mesure des hauteurs de neige aussi toutes les semaines, voire un peu plus. Donc simplement, bêtement, comme les anciens, en relevant l'émergence au niveau d'une perche. Puis là-dessus, on avait quand même besoin de compléter, donc on s'est dit qu'il faut quand même mesurer la température de la branche quand elle est enneigée, quand elle n'est pas enneigée. Donc on a rajouté, il y a 4 ans, des sondes de température dans un arbre. Mais comme les fils n'étaient pas très longs, on mesure assez bas. Et quand on force MEB, nous on ne le force pas avec des valeurs modélisées, des valeurs de modèles météo, on le force avec les données locales, parce qu'on sait qu'on est quand même moins mauvais que les modèles météo de nos collègues. Donc, on force avec des valeurs locales, donc soit la température dans la prairie à 1,50 m, soit la température sous le couvert forestier à 1,50 m. Quand on force le modèle MEB, il faudrait le forcer avec la température au sommet de la canopée. Mais voilà, comment fait-on si on ne veut pas utiliser un modèle? On met une tour à flux qui mesure 45 mètres de haut. On n'a pas la place de mettre les haubans dans nos petites clairières du col de Porte. Pas possible.
Donc moi, j'avais bien demandé à mes collègues du CNRM de me prêter leur tour à flux. Ils n'ont jamais voulu, quoi. Donc je me suis dit, bah, comment je fais? J'ai fait comme ça. J'ai appelé l'ONF. Donc là, j'ai un collègue qui se pose des questions en disant que c'est en effet, c'est quand même pas facile. Et l'ONF m'a envoyé ses grimpeurs. Donc on les a fait rire, hein, quand même. Donc là, ce que vous avez, c'est ce qu'ils appellent une charpentière. Quand vous avez un arbre qui bascule par rapport à un autre, s'il y en a un qui est plus costaud et que vous voulez retenir l'autre, vous mettez une corde entre les deux. Et puis ça permet de... Voilà. Donc avec le scolite, ça ne marche pas. Mais bon, quand les arbres sont encore sains, ça peut marcher. Donc 2 grimpeurs élagueurs sont venus et ils sont allés me tendre. Donc ils sont montés dans l'arbre. Hein. Donc 40 mètres, je vous dis 45 mètres, les grands épicéas. Et ils m'ont tendu un truc comme ça entre les 2 arbres. Bon, moi je me suis dit, une fois que c'est là-haut, j'ai prévu le coup. Hein. Je me suis dit, j'y remonterai pas. Donc c'est bien d'avoir la corde, mais j'avais mis une petite poulie en haut, au milieu, pour pouvoir monter mes capteurs. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc il y a un capteur à 25 mètres et un autre à 35, quasiment au sommet de la canopée. Alors je ne suis pas au sommet de la canopée parce que le grimpeur, à un moment, il a trouvé que il n'y a quand même plus grand-chose pour s'accrocher. Donc on est à 4-5 mètres du sommet de l'arbre. Voilà, puis évidemment, ben, quand on s'occupe d'un labo comme ça, ben, il y a l'été qui arrive aussi. Et donc on tond. On fait tout ça, on a un peu de matos et mes collègues aiment bien venir faire du tracteur. Donc voilà, et puis on tond et puis voilà, j'ai des collègues, il y a toujours des casse-pieds dans les labos. Il y en a un qui me dit, mais moi j'aimerais étudier l'influence de la végétation non tondue rase. Enfin non tondue, plus les arbres. Je dis, pas de problème, je ne vais pas tondre cette partie-là. Et donc voilà, on a mis des sondes de température donc, il y a 3 mois, toujours pour le modèle MEB. Et regardez la différence entre des zones, on va dire, pâturées et non pâturées. Est-ce qu'il y a réellement un signal là-dessus? Voilà, j'ai fini.